Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce live Franc Finance. Je suis ravi de recevoir à nouveau, après l'an dernier, Mikaela Markussen, qui est chef économiste du groupe Société Générale et qui a accepté de venir à notre rencontre pour partager ses vues sur la conjoncture économique et puis ses perspectives. Bonjour Mikaela. Merci beaucoup. Bonjour. Alors que peut-on dire sur notre environnement actuel ? Justement, quand on regarde l'économie mondiale en ce moment, on est vraiment dans une période particulièrement intéressante à pas mal de croisées de chemin. Et justement, j'ai amené une slide pour essayer de partager avec vous un peu cette idée des complexités. Et sur cette première slide, ce que vous allez pouvoir voir, c'est justement un peu cette dynamique des différents cercles qui interagissent. Donc, si on commence un peu avec la première cercle ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on voit qu'après une période tout à fait exceptionnelle, on a eu la pandémie, la guerre en Ukraine qui malheureusement continue toujours. On a eu un soutien des politiques économiques très important. On voit aussi une augmentation liée à la pandémie d'une épargne forcée des ménages. On voit à un moment donné cette réouverture exceptionnelle après la pandémie où justement il y a une dépense très forte et notamment qui commence à s'orienter de plus en plus sur les services. On voit une situation totalement exceptionnelle avec tout ce soutien économique, cette réouverture très forte. On voit un très faible niveau des défauts dans les entreprises qui était tout à fait exceptionnel. On voit des dynamiques avec des profits exceptionnels dans les entreprises. On voit des marchés du travail très performants. Et malheureusement, on voit aussi, avec tous ces mouvements, une inflation qui réapparaît. Donc, face à cette inflation plus élevée, qu'est-ce qu'on voit ? On voit justement une inquiétude des spirales prix-salaire émerger. Et après, ce qu'on voit, c'est qu'on voit cette politique monétaire plus restrictive. On voit un resserrement des conditions de liquidité. On voit que la politique budgétaire elle-même a été plus incertaine, mais qui vient de plus en plus maintenant restrictive. On reviendra là-dessus. Et après, on a vu aussi, avec ce resserrement de la politique économique, une certaine inquiétude et aussi quelques épisodes un peu difficiles, surtout dans les banques régionaux aux États-Unis et aussi avec une grande banque en Suisse qui a rencontré des difficultés. Sans doute, il y avait des problématiques sous-jacentes qui étaient spécifiques, mais on a vu cette remontée des taux qui mettait quand même une pression supplémentaire là-dessus. Donc, on a eu quand même un certain nombre de craintes et les banques centrales ont fait face en réagissant avec une liquidité, une nouvelle mesure de liquidité accommodant, et notamment de la part de la Fed, tout en même temps en gardant cette restriction par les taux et tout en même temps d'avoir la volonté de poursuivre en même temps qu'on augmente les bilans avec ces mesures exceptionnelles de liquidité, une volonté de l'autre côté de réduire toujours les achats. Donc, il y avait quelques contradictions sur les politiques de la bilan, mais il y a vraiment cette idée qu'il y a une politique des banques centrales qui s'adresse à les questions de liquidité, de la stabilité financière, et de l'autre côté, cette politique monétaire qui s'adresse à un resserrement et d'assurer la stabilité des prix à terme et justement de calmer l'inflation. En même temps, ce qu'on voit, c'est bien sûr que cette politique économique de plus en plus restrictive commence à mordre. Et on voit que cette situation totalement exceptionnelle sur les faillites, on commence quand même à avoir du niveau très faible, mais une remontée des faillites des entreprises. Et c'est clair qu'on peut aussi craindre maintenant certaines pressions désinflationnistes émerger. Donc, ça, c'est un peu mon schéma global, justement, ce croisement des chemins
auquel on est aujourd'hui. Et on voit que ce croisement, elle a quand même pas mal de complexité. Et c'est pour ça aussi qu'on parle aujourd'hui d'une situation, on entend ce mot très, très souvent, beaucoup d'incertitudes. Et c'est justement parce qu'on a été dans cette situation totalement exceptionnelle, avec une économie après une pandémie, avec une économie dans un contexte toujours de crise énergétique et de guerre, et avec des politiques économiques qui ont été d'abord exceptionnellement accommodatives, que ce soit la politique budgétaire ou la politique monétaire, et maintenant qui commence à se resserrer avec une remontée des taux qui a été un des plus rapides jamais vus aux États-Unis, en Europe, après une période de taux extrêmement bas, et maintenant une politique budgétaire qui devient plus restrictive. Et on reviendra dessus peut-être tout à l'heure, en précisant peut-être à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent qu'ils peuvent d'ores et déjà poser leurs questions dans le fil, puisqu'on se ménagera quelques moments pour répondre aux questions de nos auditeurs. Tout à fait. Et donc, on va regarder un peu plus en détail certains de ces sujets. Et donc, justement, regardons d'abord un peu ces amortisseurs exceptionnels qu'on a eus à la fois sur les bilans des ménages et les bilans des entreprises. Mais avant de rentrer là-dedans, je voulais juste vous montrer cette photo pour comprendre comment la consensus voit la croissance économique. Donc, juste pour vous expliquer comment ces graphiques fonctionnent, si on regarde la première graphique, c'est sur les États-Unis. Et donc, la ligne rouge, c'est la consensus des économistes. Et on voit comment la consensus sur 2022 a évolué tout au long de la période. Donc, les premières prévisions sur l'année 2022 étaient disponibles en janvier 2021. À ce moment-là, sur les États-Unis, la consensus prévoyait une croissance autour de 3,5%. Ça a remonté, ça a même dépassé 4% à un moment donné. Et après, on voit que les perspectives ont été ajustées à la baisse pour finir l'année juste en dessous de 2%. Pour l'année 2023, et notamment avec la guerre en Ukraine, avec toutes les inquiétudes qu'il y avait en ce moment, on voit qu'en début de 2022, les perspectives économique du consensus pour l'année 2023 a été révisée nettement à la baisse. Et on voit un peu cette même forme un peu partout, pas totalement partout, mais presque partout, que finalement, la crise énergétique qui a entraîné était moins grave grâce à des efforts d'économie, grâce à une opportunité de diversifier les sources énergétiques, notamment pour l'Europe. La situation est quand même un peu différente aux États-Unis. Mais cette crainte d'une vraie crise en Europe qui pouvait se propager à l'économie mondiale, elle s'est estompée. Et donc, finalement, pour 2023, la consensus pour les États-Unis, en frôlant zéro, maintenant s'établit autour de 1%. Nous, on est peut-être un chouïa moins optimiste que la consensus, mais globalement, on est d'accord avec cette image. Regardons maintenant l'année 2024. Donc, les premières prévisions datent des mois de janvier, et on voit que sur les premiers mois de l'année, on est plutôt sur une tendance où on révise légèrement à la baisse la croissance. Donc, on est quand même sur une photo, et quand on regarde à travers des grandes économies mondiales, on voit quand même une image où on est un peu plus inquiète sur les perspectives de croissance. Je vais juste m'arrêter un moment sur la Chine parce qu'on voit quand même quelque chose de très intéressant. On voit justement les attentes qui, selon nos propres prévisions, sont un peu surfaites, mais les attentes d'une réaccélération de l'économie chinoise avec la fin de la politique de zéro Covid. Je pense qu'il y a un peu trop d'optimisme dans le consensus, mais c'est clair qu'on va bénéficier d'un certain mouvement sur la Chine. Mais justement, quand on regarde ces images, je trouve que c'est intéressant de revenir sur les bilans des ménages pour vraiment s'apercevoir de cette situation exceptionnelle de l'épargne forcée, qui bien sûr a été soutenue aussi par la politique budgétaire. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit d'abord la ligne rose, ça c'est les dépôts des ménages et ce qu'ils détiennent en cash aussi. Et l'unité ici, c'est le nombre des années de consommation que les ménages détiennent. Donc, on voit qu'on a eu une très, très forte remontée, que les ménages détenaient presque 1,8 années
des consommations. Et finalement, on s'est renormalisé. Donc, c'est vrai qu'on a eu une tendance un peu haussière de long terme. Une partie de ça, sans doute liée aussi à la situation des taux exceptionnellement bas, parce qu'on n'était pas, entre guillemets, les ménages ne perdaient pas beaucoup en termes de rendement en détenant des dépôts. Donc, on voit quand même cette tendance des fonds qui date des grandes crises financières en 2008. Mais on voit quand même que cette bosse exceptionnelle commence à disparaître. Autre chose très intéressante, c'est quand on regarde la ligne grise, ça c'est les richesses en immobilier. Et on a tendance à l'oublier, mais totalement paradoxalement, avec la pandémie, on a vu une nouvelle augmentation des prix immobiliers, et sans doute liée à deux phénomènes pendant la pandémie, des taux très bas, et justement cette épargne forcée qui a permis aux ménages de pouvoir peut-être acquérir des biens immobiliers également. Donc, on voit cette situation exceptionnelle qui commence à s'estomper. Et là, on est en train de regarder la zone euro, mais on voit exactement la même chose aux États-Unis. Autre photo, un peu de cette situation exceptionnelle, c'est les profits des entreprises qui ont été pour leur part très dynamiques. Bien sûr, ce qui a beaucoup aidé les entreprises, c'est qu'avec la réouverture de l'économie après la pandémie, avec toutes les mesures de soutien, les ménages avaient la capacité d'absorber une augmentation des prix et en plus, ils avaient une capacité aussi à augmenter leur volume de demande. Donc, il y a les deux choses qui ont joué positivement pour les entreprises. Mais pareil, on voit que cette période, maintenant, est en train de s'estomper. Et finalement, c'est la photo que j'ai trouvée vraiment très intéressante. Donc, je vous ai fait un zoom ici aussi sur la France. Mais juste pour qu'on en regarde la situation, c'est qu'on voit que les taux de faillite des entreprises a été quand même exceptionnellement bas pendant la période de la pandémie. Ce qui est quand même paradoxal parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a eu une récession de l'économie à ce moment-là. Et maintenant, on commence à normaliser. Bien sûr, on n'est pas encore au niveau qu'on a pu absorber pendant la grande crise financière, mais on voit quand même une remontée. Et ce qui est particulièrement intéressant, on discute très souvent sur pourquoi les taux de chômage est aussi bas. Quand même, c'est exceptionnel. On commence à comprendre un peu quand on lit la situation sur l'emploi avec ce qui se passe sur les entreprises. Malheureusement, avec la remontée des taux de faillite, nous, on s'attend aussi à une remontée des taux de chômage. Donc, revenons juste un moment sur la situation en Chine. Et donc, une graphique qui a été très populaire dans les cercles des économistes, c'est de regarder les dépôts de ménages chinois par rapport à un tendanciel de long terme. Si on se réfère juste à cette simple graphique, on pourrait se dire que les ménages chinois ont 10% des PIB d'excès de l'épargne, ce qui est assez important. Mais il faut ajuster ce chiffre pour plusieurs facteurs. D'abord, il faut comprendre qu'il y a une partie de cet excès de dépôt qui est juste une réallocation de l'épargne des autres sources vers les dépôts bancaires. Donc, quand on ajuste pour ce facteur, on est à environ la moitié. En plus, il faut comprendre que les ménages chinois n'ont pas profité de la même remontée des prix immobiliers. Tout au contraire, les prix immobiliers, pendant une période, ont même baissé en Chine. Et donc, il y a sans doute aussi une certaine prudence de la part des ménages chinois qu'on n'a pas vu. Et ce qu'on observe juste à maintenant, en tout cas en Chine, c'est que bien que les chiffres qu'on a beaucoup regardés pendant la pandémie, les transports, là j'ai juste pris quelques indicateurs sur les transports ferroviaires et en plus les transports aériens, on voit quand même une normalisation après ces périodes tout à fait exceptionnelles. On voit bien tous les différentes périodes des confinements, des réouvertures, de l'espoir qu'on a pu connaître. Nous, on pense que la Chine ne va pas bénéficier d'une dynamique aussi forte qu'anticipée par la consensus. Et finalement, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant à observer en ce moment, c'est que si on regarde ici les enquêtes de confiance auprès des entreprises, on voit d'abord pour le secteur manufacturier qu'on a eu une très très forte flambée de la demande pendant les pandémies.
Donc c'est vrai que pour ma part, j'étais à la maison. C'est vrai que on avait tendance à décider qu'il fallait un meilleur équipement, surtout en cuisine, pour bien cuisiner pendant la pandémie. Mais on voit quand même une forte augmentation de la demande. On l'a vu aussi sur les automobiles. Donc, il y a vraiment une très forte demande qui a beaucoup soutenu le secteur manufacturier. Et maintenant, c'est vrai qu'on voit quand même un net ralentissement. Avec la réouverture, logique, on a tous envie d'aller au restaurant, cinéma, théâtre, bien profiter des services. Et on a vu cette remontée sur les services, mais avec l'arrêtement de la politique économique en vue, avec les moins d'excès de l'épargne sur les bilans des ménages, nous, on pense qu'on va assister bientôt aussi à un retournement des services et qu'on va plutôt vers un ralentissement. Peut-être on pourrait espérer une petite stabilisation côté manufacturier, mais c'est intéressant de noter cette situation, pareil, exceptionnelle, avec une divergence. Et après, sur les services, on voit aussi quand même beaucoup de divergences entre les pays, entre les moments des réouvertures, les moments des refermetures. Donc, il y a aussi toute l'histoire de la pandémie qu'on peut trouver là-dedans. Bien sûr, un de nos grands sujets aujourd'hui, c'est vraiment la question de l'inflation. Et c'est très intéressant parce que quand on regarde l'inflation, c'est tout à fait normal que quand vous avez un choc, par exemple sur les prix du pétrole, que vous avez un ajustement sur les prix relatifs qui se propagent tout à travers le système. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, il y a un choc sur un prix énergétique. Les prix énergétiques remontent. Les secteurs qui sont touchés en première ligne vont d'abord augmenter leur prix, mais au fur et à mesure, ça va se propager dans le système. Bien sûr, l'inquiétude, c'est si ça devient quelque chose de permanent et on rentre dans ce type de spirale prix-salaire. En même temps, si on freine l'économie tellement fortement pour ne pas permettre d'ajustement face à ce choc des prix relatifs aussi, finalement, on freine peut-être un peu trop l'économie et donc on risque de provoquer une récession. Et ça, c'est l'inquiétude aujourd'hui des banques centrales. Et donc, justement, quand on regarde ces différentes mesures des prix, j'ai sélectionné d'abord l'inflation telle qu'on peut l'observer, l'inflation sous-jacente. Donc, on voit justement que l'inflation totale, et notamment les prix énergétiques, commence à baisser aujourd'hui. On voit que l'inflation sous-jacente reste élevée, mais quand on regarde les différents composants, on a quand même l'impression qu'il y a quelques points de retournement qui nous attendent. Et si on fait une zoom maintenant sur les enquêtes à la fois auprès des consommateurs et auprès des entreprises sur les anticipations des prix, qu'est-ce qu'on peut observer? D'abord, pour les consommateurs, ce qu'on observe, c'est que sur les derniers 12 mois, il y a forcément une vision d'une inflation élevée, mais sur les prochains 12 mois, il y a une forte anticipation de baisse. Et qu'est-ce qu'on voit côté entreprise? On voit aussi ce retournement. Parce que forcément, il y a une dynamique entre les entreprises et les consommateurs. Si les entreprises voient les consommateurs qui anticipent plus de prix, ils se disent qu'on a un peu plus de marge de manœuvre et vice-versa. Donc, on voit cette dynamique, mais j'ai quand même l'impression que cette choc, elle est en train de s'estomper. Et donc, selon nous, l'inflation devrait commencer à se calmer. Mais bien sûr, il y a toujours les risques de nouveaux chocs ou des risques d'erreurs dans la politique économique. Et il ne faut pas oublier non plus que même si aujourd'hui, aux États-Unis, l'indicateur des salaires qu'on regarde ici est légèrement supérieur à l'inflation, toute la perte de pouvoir d'achat dépassée, on ne l'a pas encore rattrapée, et ça veut dire en prix absolu, il y a une vraie perte de pouvoir d'achat des ménages, même situation en Europe. Et donc, c'est aussi un facteur de frein maintenant que ces excès d'épargne commencent à disparaître. Donc, quand on regarde les mêmes graphiques qu'on a regardés tout à l'heure sur la croissance, on voit quand même en termes de l'inflation qu'il y a une anticipation des baisses. Ça prend du temps, mais comme on peut voir, sur la plupart des grandes économies en Europe et aux États-Unis, il y a quand même une anticipation d'une inflation qui va retourner vers les 2% en 2024. Situation très intéressante encore sur la Chine. Ces anticipations de l'inflation n'ont guère bougé. Bien sûr, c'est lié à la structure des prix en Chine et c'est surtout lié aussi à une politique des prix énergétiques qui est très différente que celui qu'on a en Europe ou ailleurs. Donc, justement, encore une situation exceptionnelle.
Maintenant, quand on regarde la situation de l'inflation, il y a beaucoup de discussions, toujours entre les économistes. Est-ce qu'on va vers un monde plus inflationniste? Beaucoup des arguments sont avancés, des chaînes d'approvisionnement un peu plus protectionnistes, un peu plus dans la logique de se protéger contre les chocs, des pays plus protectionnistes, et les chocs climatiques. Tous ces facteurs poussent plutôt à une idée d'avoir plus de l'inflation. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a pas mal de facteurs de désinflation qui jouent encore. Tout ce qui est des nouvelles technologies, tout ce qui est l'intelligence artificielle, toutes ces technologies dont on discute, donc la digitalisation, l'automatisation. Si on est dans une logique de réduire la dette, ça c'est plutôt désinflationniste. Tout ce qui est délocalisation des services, ça continue. Il ne faut pas oublier que le télétravail, c'est aussi une opportunité pour les entreprises de recruter sur une base plus grande des salariés. Et après, il y a aussi, même dans la transition économique, une économie plus circulaire pourrait aussi avoir des impacts désinflationnistes. Donc, un débat qui reste très ouvert, mais on va en parler plus tard. Mais justement, je pense qu'on est plutôt dans une logique de cycle plus court et plus volatile. Donc, on reviendra sans doute là-dessus. Effectivement, et ça fait vraiment tout l'écho à ce que vous disiez en introduction sur le terme d'incertitude, qui, on l'avait partagé l'an dernier dans notre échange. On voit qu'on reste dans un univers dans lequel, comme vous l'exposiez très bien à l'instant, il y a vraiment des facteurs qui sont très différents et on voit une orientation assez forte, mais qui reste potentiellement impactée par, vous le disiez, des chocs exogènes ou des erreurs dans les politiques économiques. Peut-être je me tourne vers la régie. Est-ce qu'on peut avoir quelques questions qui ont dû arriver de l'assistance? Alors une première question qui porte du coup justement, on parlait de chocs exogènes sur ce qui se passe. Alors attendez, ça défile un peu vite. Je voyais une question sur l'Ukraine qui rappelait que le pays était toujours en guerre, et qu'on n'avait pas de visibilité sur aujourd'hui une sortie de cette situation. Et donc face à cela, la France semble prendre conscience de sa dépendance à des pays tiers. Et donc vous en parliez tout à l'heure avec ces sujets de relocalisation de certaines activités. La volonté de réindustrialiser la France, vous semble-t-elle se traduire sur le terrain au quotidien? Et avez-vous une idée de l'impact de cette industrie made in France sur l'économie des Français au quotidien? Et donc effectivement, les prix seront-ils plus hauts? Et est-ce que c'est la fin de cette dépendance vis-à-vis de pays tiers, la Chine, l'Inde, qui sont cités dans cette question? Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est cette volonté de pas mal de pays d'avoir une politique industrielle. Et on peut aussi les craindre un tout petit peu. Donc, de l'un côté, on peut dire que c'est tout à fait justifié de vouloir avoir une politique industrielle bien orientée. Cette politique industrielle, elle commence pour moi avec plein de facteurs. D'abord, il ne faut pas oublier que l'idée, ce n'est pas de répatrier des entreprises de l'Asie ou d'ailleurs en France et que ça va recréer des milliers de l'emploi. Une entreprise qui se fait répatrier, c'est fait toujours aussi très souvent robotisé. Donc, il faut juste avoir cette image-là en tête. Bien sûr, on souhaite une industrie propre, on souhaite une industrie basée sur des nouvelles technologies qui peut nous donner un avantage compétitif. Et bien sûr, la France et le reste de l'Europe ne souhaitent pas une France fermée, une Allemagne fermée. On souhaite toujours bénéficier pleinement de notre marché unique en Europe et qu'on puisse aussi continuer à commercialiser avec le monde entier. Bien sûr, il y a des aspects plus complexes aujourd'hui qu'on connaît bien. Il y a des tensions et il y a peut-être une politique économique aujourd'hui qui est un peu moins optimiste sur le fait qu'on peut juste avoir la commerce libre et toutes ces règles automatiquement, mais il n'y a pas de volonté de refermer totalement les frontières. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir ces idées en tête. Et en plus, il ne faut pas oublier que pour les pays
tels que la Chine, tels que l'Inde ou plein d'autres pays en Latine-Amérique. La mondialisation, ça a aussi été une opportunité de créer une dynamique de croissance qui a sorti des milliers de gens de la pauvreté. Bien sûr, il y a toujours des problèmes de pauvreté, toujours des problèmes d'égalité. Et en plus, on est face aussi à tous ces challenges sur le climat, qui fait qu'il y a beaucoup de choses à faire, toujours en travaillant entre les pays. Mais c'est vrai qu'on est dans un monde aujourd'hui qui est plus fragmenté. Sur la situation spécifique à la France, je pense qu'il y a un point qui est très important à souligner. Parce qu'en France, un de nos challenges, c'est justement d'assurer un bon système d'éducation pour tout le monde. On a un très bon système d'éducation pour ceux qui performent le mieux. Par contre, il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui laissés à l'écart, que ce soit au niveau de la scolarité ou au niveau de la formation tout au long de la vie. Et donc, je pense que c'est un de nos grands challenges, c'est d'assurer un très bon niveau de formation pour justement qu'on puisse se positionner sur ces nouvelles technologies. Au niveau européen, on a un challenge aussi d'assurer un financement de toutes ces nouvelles industries, et ça passe par la finalisation de l'union bancaire et par la création d'une vraie union des marchés des capitaux. Et donc, j'aime bien être plutôt optimiste sur ce sujet, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à mon goût, l'Europe ne va pas assez vite. Et en France, je pense qu'on a besoin d'aller aussi beaucoup plus vite, et notamment sur le sujet de l'éducation, parce que c'est ça qui va faire notre richesse à l'avenir. C'est clair. Merci pour cet éclairage. Une question un peu plus précise sur justement une situation sectorielle et des perspectives. Les questions qui se posent sur le secteur de la construction et des travaux publics sur les années à venir, est-ce que c'est justement un secteur qui est impacté par ce retournement un peu de l'activité économique et cette évolution des taux? Donc, il y a un élément qui est très intéressant justement dans la politique économique aujourd'hui, donc on n'a pas discuté jusqu'à maintenant, c'est justement que tout en voulant resserrer la politique monétaire, resserrer la politique budgétaire, à la fois en Europe et aux États-Unis, il y a des plans en place pour soutenir l'investissement, et notamment pour soutenir l'investissement dans la transition écologique. Et pour le secteur des constructions, cette volonté, et d'ailleurs pour d'autres secteurs, cette volonté de continuer à investir avec les Inflation Reduction Act aux États-Unis, ce qu'on appelle le Next Generation EU en Europe, qui est quand même des sommes importantes. Je pense qu'il y a plein de choses très positives qui pourraient aider le secteur de la construction et aider là-dedans. Ça, c'est un partie de l'histoire. En même temps, il y a quand même un ralentissement économique en cours. Il y a quand même des freins sur l'investissement privé. Il y a quand même aussi une réorganisation du travail. On a vu beaucoup de discussions, par exemple, sur le commercial real estate. C'est encore plus visible aux États-Unis, où il y a des discussions sur comment les centres de ville vont fonctionner avec plus de travailleurs en télétravail, comment les espaces de bureaux vont évoluer. Donc, on voit qu'il y a vraiment ces dynamiques qui se croisent sur le secteur. Tout ce qui est transition climatique, tout ce qui est lié à la conjoncture et tout ce qui est lié à ces changements structurels sur le télétravail. Donc, différents vents contraires qui se croisent. Et donc, je pense que quand on regarde les entreprises individuelles, ça dépendra beaucoup sur quel est le segment sur lequel on est positionné et comment on peut bénéficier. C'est pas simple hein, comme question à adresser. Et effectivement, ça dépend vraiment sans doute des réalités précises de chaque entreprise. Une question sur un sujet sur lequel on reviendra dans le cours de la présentation. D'après vous, les taux vont-ils baisser et si oui, quelle échéance, quelle proportion? Question qu'on se pose beaucoup effectivement sur nos activités qui sont des métiers dans lesquels les taux sont déterminants. Donc, tout à fait. J'ai mis un tableau à la fin de la présentation avec des chiffres précis, on reviendra. Mais peut-être juste pour donner quelques grandes lignes de perspective, je pense qu'un premier message à retenir, c'est que les banques centrales aujourd'hui ne vont pas réagir
aussi vite. On l'a vu d'ailleurs. Je pense qu'on n'aura pas eu l'inflation. On aurait été aujourd'hui en train de discuter sur la prochaine baisse des taux de la part de la BCE. Or, on est plutôt en train de se dire que la BCE va remonter ses taux au moins 1 ou 2 fois de plus. Donc, on voit cette dynamique qui est déjà très différente. Et même si nous, on pense qu'autour de la fin de l'année, on pourrait voir une première baisse des taux de la part de la Fed et de la part de la BCE, je pense qu'il faut s'attendre à des banques centrales qui vont être beaucoup plus lentes que ce qu'on aurait pu connaître dans le passé, dans cette phase de baisse des taux que je pense va débuter en fin de l'année. Et ça veut dire aussi que les taux longs risquent de rester plus élevés que par rapport à la cycle, par rapport à ce qu'on a pu connaître dans la décennie passée. Question là aussi difficile. Comment voyez-vous la relation Chine-Taïwan dans les 10 ans à venir? Et en fait, au fond, quel est potentiellement l'impact d'un choc lié à la situation entre la Chine et Taïwan sur l'économie mondiale? C'est forcément une situation politiquement extrêmement complexe. Je pense qu'avec ce qu'on voit aujourd'hui en Ukraine, une situation extrêmement difficile, extrêmement tragique, je pense que personne aujourd'hui a un intérêt de poursuivre un conflit militaire. Ça, je suis convaincue. Maintenant, c'est des enjeux politiques compliqués. Je ne pense pas que c'est une question qui va être résolue immédiatement. Et je pense que la vraie question, et c'est là aussi où on revient un peu sur notre premier point, c'est comment les entreprises vont agir face à ce type d'inquiétudes persistantes, comment ils vont l'intégrer dans leur décision de l'investissement. Et donc, je pense que dans une première temps, c'est plutôt à travers de ces dynamiques-là, ces réflexions des entreprises, que les impacts économiques vont se manifester. Bien sûr, est-ce qu'on peut totalement exclure une situation plus sérieuse? Bien sûr que non, mais c'est pas dans les intérêts de la Chine aujourd'hui, à mon sens, de poursuivre un conflit plus poussé. Et je pense que, j'espère en tout cas, qu'on ne se retrouvera pas dans cette situation. Je l'espère aussi. Une question peut-être avant de poursuivre la présentation. Comment les États pourront-ils atteindre les objectifs des accords de Paris et soutenir financièrement le défi environnemental et la transition énergétique avec un niveau de dette historiquement au plus haut? C'est une très bonne question et effectivement, ce n'est pas facile. Donc, je pense qu'il y a plusieurs réponses à cette question qu'on peut mettre en avant. Tout d'abord, les États, ils ont un rôle à jouer, pas seulement par le financement, mais aussi par faire une bonne vision sur la réglementation, de donner une visibilité et clarté aux entreprises, d'être sûr que les dépenses publiques qu'on fait sont efficaces, peut-être économiser ailleurs, peut-être changer d'autres choses, pour pouvoir justement avoir une bonne orientation et notamment, je reviens sur ma question d'éducation que je pense est absolument clé dans ces enjeux. Deuxième chose, c'est que bien sûr les États vont être obligés à financer une partie de cette transition et heureusement ce n'est pas tous les États qui ont un niveau d'endettement trop élevé, mais il y en a beaucoup aujourd'hui. Deuxième facteur, ça veut dire que le financement privé va être amené à jouer un rôle central et c'est là où en Europe, il faut absolument qu'on finalise notre union bancaire et notre marché des capitaux. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est pour fluidifier, optimiser l'épargne européen, mais surtout avec les marchés des capitaux, on a accès à un différent type de financement. Les banques, essentiellement, financent avec de la dette. Les types d'investissements qu'on finance avec de la dette ne sont pas forcément les mêmes qu'on finance avec la capitale, et la capitale est notamment nécessaire pour gagner en avantage compétitif. Et donc, justement, c'est là où c'est intéressant de voir le type de politique économique que les États-Unis ont mis en place, même si on peut les critiquer de certains angles, mais c'est justement une politique qui vise à soutenir aussi les investissements des entreprises. Et c'est là où l'État aussi peut réfléchir. Mais d'abord, cette bonne visibilité sur la réglementation, clarté là-dessus, c'est absolument clé, et notamment pour les entreprises qui vont s'aventurer sur les nouvelles technologies.
Merci Michaela. Je propose qu'on reprenne le cours de la présentation et on reprendra quelques questions en fin d'échange. Avec plaisir. Donc justement, ça nous permet d'enchaîner un peu sur la politique monétaire. Et donc, grande discussion, est-ce que la politique monétaire aujourd'hui est assez restrictive? Selon nous, on est quand même dans une zone beaucoup plus restrictive. La Fed nous donne une certaine notion de comment elle voit les taux d'équilibre à long terme, avec le fameux DOT, comme on dit en anglais, de moyen terme. Et là, on voit qu'on est bien au-delà de ce niveau aujourd'hui en termes de la taux de la Fed Funds. En Europe, on n'a pas cette même vision, mais quand on écoute la BCE, on a quand même l'impression qu'il s'aperçoit d'avoir aujourd'hui une politique monétaire plutôt restrictive. Et quand on regarde, par exemple, les niveaux des taux des crédits aux entreprises, donc les corporate credit yields, donc là on est sur des triple B. Quand on regarde les enquêtes bancaires, on voit quand même qu'on est plutôt dans une dynamique de resserrement des conditions financières aujourd'hui. Donc je pense qu'aujourd'hui, on pourrait marquer une petite pause, mais c'est sujet des grandes discussions. Je pense que la BCE va remonter au moins 2 fois plus, 25 points de base. Mais je pense qu'on arrive à la fin des resserrements de cette cycle des taux. Par contre, il y a un point qu'il ne faut pas oublier, c'est que les banques centrales sont aussi en train de réduire les tailles de leur bilan, et plus vite en Europe qu'aux États-Unis, justement avec la réabsorption de la TLTRO. Et donc, on a une nouvelle réabsorption qui arrive à la fin de 7 mois, très important. Et ça aussi, ça contribue à un resserrement de la politique monétaire. Il ne faut pas oublier cette dimension. Aux États-Unis, on voit les mêmes phénomènes. On a eu un petit mouvement lié à justement ces difficultés autour des banques régionaux américains. Mais globalement, les banques centrales sont aussi en train de réduire leur bilan. Donc, même quand on a fini avec le cycle de hausse des taux, il y aura toujours cette dynamique derrière qui continue à resserrer. Et donc, c'est vrai que quand on regarde cette photo de long terme sur les taux longs en Europe, donc j'ai juste fait un zoom sur l'Europe, bon, bonne nouvelle, on n'a pas vu un écartement trop fort des spreads des taux dans la situation actuelle. Donc ça, sans doute grâce aussi au nouveau instrument de la BCE qui a été mis en place. Mais on voit quand même qu'on revient sur des niveaux de taux qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Et même si la duration de la dette a été prolongée depuis plusieurs années, il y a quand même des vagues de refinancement qui vont arriver et qui fait qu'on n'a pas encore ressenti le plein impact de la resserrement de la politique monétaire. Donc, à mon sens, on va continuer à sentir ces impacts. Je voulais aussi vous remettre cette graphique que j'ai déjà eu le plaisir de partager avec vous l'année dernière, parce que je trouve que c'est important et on voit que ce sujet est déjà venu dans les questions qu'on a discutées aujourd'hui. Tous ces changements, on a discuté justement sur le secteur des constructions, des phénomènes de télétravail. On a discuté en termes de politique du gouvernement sur cette volonté d'avoir une meilleure sécurité, une sécurité économique avec une nouvelle politique industrielle. Même les gouvernements aussi sont en train de se digitaliser. Une préoccupation toujours sur les sujets de santé. Au niveau des entreprises, cette quête pour assurer les talents, pour assurer aussi la robustesse des chaînes de valeur et bien sûr tout ce qui est digital. Et au niveau des banques centrales, cette préoccupation de stabilité financière, on a vu quand même quelques inquiétudes récemment, on voit aussi des réflexions sur la stratégie de la politique monétaire. En Europe, de plus en plus de critères de climat sont en train d'être introduits dans la politique monétaire. Et justement, la question des monnaies digitales de la Banque centrale. Et au cœur de tout ça, j'ai mis la transition écologique. Donc, on voit que tous ces roues sont en train de tourner. Et individuellement, chacun a un impact sur la croissance, a un impact en termes de choc de prix relatifs. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a cette volatilité à venir dans le cycle économique qui va quand même rendre les choses plus compliquées.
Et donc justement, je voulais vous montrer cette graphique que j'ai inclus aussi maintenant dans mes slides, qui montre justement ce dont on vient de discuter sur cette incertitude, ce monde un peu plus fragmenté qu'on ressent quand même. Et c'est intéressant parce que cet indicateur commence en fin des années 90. Et qu'est-ce qu'on peut absorber? Ben, tout d'abord, on observe que, bien sûr, on avait pas mal de crises en début des années 2000. D'abord, on a eu en fin des années 90 la crise asiatique, la crise russe, on a eu quelques guerres, on a eu les attentats à New York. Donc, on voit quand même, mais ce qui est intéressant, c'est après chacun de ces chocs, un peu d'incertitude, on est revenu à la même ligne de base plutôt faible. Après, on a la crise financière, on voit un choc qui nous fait remonter cette incertitude. Et après, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a la crise en Europe, la crise des dettes européennes, et on a l'impression à un moment donné que les choses sont en train de se calmer, sauf que là, ça se retourne. Il y a le Brexit, il y a l'élection de Trump, il y a les tarifs entre la Chine et les États-Unis, toutes les tensions sur les commerces. On a bien sûr la pandémie, on a malheureusement la guerre en Ukraine et on a eu ces tensions de nouveau sur le seuil de la dette aux États-Unis. On croise les doigts. Cette nuit, les House, comme on dit en anglais, viennent de voter la mesure. Maintenant, ça passe au Sénat et on va, bon, j'espère que ça va passer, mais on voit que c'est nouveau incertitude. Donc bien sûr, chacun de ces épisodes sont là, mais ce qui est intéressant, qu'on voit sur les graphiques, on a quand même le sentiment d'une tendance des fonds qui augmente et qui fait qu'on a quitté ce monde qu'on a pu connaître pendant quand même une période prolongée d'une incertitude plutôt bas vers quelque chose de structurellement plus élevé. Et ça, je trouve que c'est très important à absorber. Donc, ce n'est pas uniquement toute l'incertitude liée à toutes les transitions, même si on peut aussi argumenter que certaines de ces transitions, notamment, on voit une nouvelle course pour les technologies vertes, mais on voit quand même cette remontée d'incertitude. Et donc, si je dois conclure sur ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, bien sûr, on a eu tous ces amortisseurs exceptionnels, l'épargne forcée, les profits exceptionnels, les taux de faillite exceptionnellement bas, un taux de chômage exceptionnellement bas. Je pense qu'avec l'adoucissement de la politique économique, maintenant, ce n'est pas seulement la politique monétaire, mais c'est aussi la politique budgétaire. Que ce soit aux États-Unis, l'accord fait entre McCarthy et Biden, ça nous donne quand même un resserrement de 0,2 points de PIB. Ce n'est pas énorme, mais c'est quand même un resserrement supplémentaire qui se rajoute à un resserrement qui était déjà dans les tuyaux. En Europe, les gouvernements viennent de soumettre leur plan budgétaire. On voit aussi un resserrement prévu au niveau européen. Et donc, pour moi, ça, c'est plutôt un frein avec toutes ces transitions qui risquent de nous donner des cycles plus courts et plus volatiles. On voit aussi toute la question sur l'inflation qui reste très ouverte, mais je pense que ce sera une bonne idée de faire un peu de patience ici pour les banques centrales, justement parce que la politique budgétaire commence à se resserrer. N'oubliez pas que jusqu'à récemment, la politique budgétaire poussait contre la politique monétaire, qui n'est plus le cas maintenant. Et donc, on voit aussi que les banques centrales, ils nous assurent qu'ils peuvent gérer la stabilité financière s'il faut à travers de leur bilan. Mais ce que les banques centrales ne peuvent pas gérer, c'est bien sûr, quand les fondamentaux économiques se dégradent, les problèmes de solvabilité pour les entreprises, ça, ce n'est pas des ressorts des banques centrales. Donc, pour moi, je vais maintenant passer juste... comme promis, à mon slide sur les taux. Donc, pour moi, dans ces contextes, qu'est-ce qu'on peut s'attendre sur les taux? Je viens déjà d'évoquer un peu notre vision sur les taux en fin de l'année. Mais comme vous pouvez constater, on voit plutôt un profil baissier sur les taux à moyen terme. Mais ce qui est important à souligner, c'est que ce profil des taux
elle est beaucoup plus élevée que le profil des taux que j'aurais eu avec les mêmes prévisions des PIB il y a quelques années. Et je pense que c'est là où il y a quand même un changement structurel, au moins pour l'instant, où les banques centrales vont être beaucoup, beaucoup plus lentes dans leur fonction des baisses des taux que ce qu'on a pu connaître par le passé. Donc je pense que ça répond à pas mal de questions et que beaucoup voient ici dans des chiffres et dans cette baisse progressive à moyen terme des signaux encourageants. Et on peut peut-être du coup à nouveau se retourner vers la régie pour prendre les questions qu'on a. Alors, n'oubliez pas que ces signaux encourageants, ça vient avec un ralentissement économique. Donc, bien sûr. Encourageant et peut-être pas pour aussi... ceux qui sont bien positionnés. Et pas aussi encourageant en même temps. Ouais. Ouais. Et donc là on a pris la question qui est là. A-t-on une idée de l'arrivée de l'intelligence artificielle et de son impact dans l'économie, puisqu'effectivement vous montriez quelques tendances à l'œuvre. Le digital était un élément assez fondamental dans les évolutions qu'on rencontre aujourd'hui. C'est une excellente question et la réponse simple, c'est qu'on ne sait pas. Je pense que c'est beaucoup trop tôt pour vraiment tirer une conclusion parce qu'on les voit dans le passé, il y a de nouvelles technologies qui arrivent, il y a une question d'un temps d'adaptation et donc c'est difficile de faire un timing précis là-dessus. Par contre, et c'est là où je reviens sur mon thème de l'éducation et de la formation tout au long d'une vie, c'est clair que quand on est choc à un nouveau choc technologique qui pourrait quand même impacter pas mal de travail, donc ça c'est important, c'est clair que l'éducation est les clés pour que les main-d'œuvre puissent s'adapter positivement. Si on ne fait pas attention, on risque de se trouver avec un nouvel choc qui pourrait ressembler à la mondialisation. La mondialisation, au niveau agrégé, comme je disais tout à l'heure, ça a été un effet très positif sur l'économie mondiale. Ça a sorti des milliers de gens de la pauvreté. Par contre, dans les pays avancés, il y a clairement eu une fragmentation entre les populations qui avaient la possibilité de prendre de nouveaux emplois, de s'adapter vers de nouveaux secteurs, et ceux qui n'avaient pas eu la chance d'avoir le même accès à l'éducation, à la formation tout au long de leur carrière, et n'avaient pas pu profiter de cette même capacité de pouvoir s'adapter. Et ça, bien sûr, ça crée des fractures sociales. Et je pense que c'est là où il faut qu'on fasse très attention avec les nouvelles technologies, l'artificial intelligence, ou la délocalisation des services, que justement, on a cette capacité de pouvoir s'adapter et qu'on protège justement une bonne dynamique de mobilité sociale. Pour moi, c'est vraiment là où il y a les clés. Mais je pense que quand je regarde ces nouvelles technologies, quand je regarde un besoin d'automatiser de plus en plus, je pense que ça va avoir un impact très significatif. Très important, oui. Le temps est difficile à prévoir, mais je suis sûre que ça va avoir un impact. En même temps, je suis optimiste. Je pense qu'on aura toujours besoin des êtres humains. Et personnellement, j'ai vu toute la longue de mon carrière d'économiste comment la technologie a changé mon rôle. Mais je vis dans l'espoir qu'on a toujours besoin des économistes à l'avenir. En tout cas, vous serez toujours la bienvenue avec nous pour cette session d'échange. Une question qui porte sur, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, sur les faillites bancaires, on peut les appeler comme ça, aux États-Unis et en Suisse. S'agit-il d'événements isolés ou bien y a-t-il un risque de crise bancaire réelle en Europe ? Donc pour moi, c'est des risques qui sont isolés, liés à des situations ponctuelles. Si on regarde la situation aujourd'hui en Europe et même aux États-Unis, globalement, les banques sont bien capitalisées. C'est le fruit de tout le travail qui a été fait après la grande crise financière. En Europe aussi, on a une
très bonne supervision des systèmes bancaires. Bien sûr, comme tout système, ça peut être perfectionné, optimisé ici et là, mais la qualité de la supervision est très bonne. Et à la différence des États-Unis, cette supervision cette supervision par la BCE commence à partir d'une taille de bilan bancaire beaucoup moins important qu'aux États-Unis. Donc, cette supervision couvre beaucoup plus largement. Quand on regarde aussi les banques elles-mêmes, c'est clair que les banques elles-mêmes, aujourd'hui, sont très bien gérées avec cette nouvelle cadre qui maintenant est en place et opérationnelle. Donc, je pense que quand on regarde la situation des banques en Europe et les grandes banques aux États-Unis, je pense qu'on est quand même dans une situation très, très, très différente de ce qu'on a pu connaître avec la grande crise financière en 2008. Et très important aussi, on a aujourd'hui aussi des banques centrales qui ont tout un arsenal de mesures où ils peuvent faire face à des crises de liquidités. Donc aujourd'hui, je ne suis pas inquiète sur une crise financière systémique avec une origine dans le secteur bancaire. Par contre, là où il faut qu'on est vigilant, c'est qu'avec la remontée des taux, avec le ralentissement économique, ce sera tout à fait logique d'avoir des nouveaux points de pression. Et quand on lit par exemple le dernier rapport de stabilité financière qui a été publié au mois de mai par la Banque centrale américaine, c'est clair qu'on s'inquiète aujourd'hui sur le commercial real estate. C'est un point d'inquiétude. On peut identifier d'autres points d'inquiétude. Et je pense que la question à l'avenir aujourd'hui, et on les voit aussi dans les rapports de stabilité financière, ça va porter beaucoup plus sur assurer une bonne réglementation, une bonne supervision pour le secteur non bancaire. Il y a un grand parti qui est déjà régulé et supervisé, il faut les souligner, mais je pense que les questions vont se porter beaucoup là-dessus. Mais quand on regarde aujourd'hui le secteur bancaire en Europe, ou même les grandes banques au niveau mondial, je pense qu'on peut se féliciter de tout le travail qui a été fait sur les années dépassées, et je pense qu'on est dans une situation plutôt solide de ce point de vue-là. Et avec, si on zoome sur un point particulier, du coup, qui vous permettra peut-être de confirmer ce que vous venez de partager, une question qui porte sur le niveau des prêts non performants, donc les NPL en France et en Europe, vous les voyez comment? À un niveau maîtrisé? Aujourd'hui, ils sont à un niveau maîtrisé et par contre, je pense qu'avec une conjoncture qui va se dégrader, le niveau des NPL va remonter. Mais ce qu'il faut qu'on regarde de près, c'est est-ce que les banques sont bien provisionnées pour faire face à ces chocs. Il ne faut pas oublier que ce qui fait partie maintenant des nouveaux cadres qui ont été mis en place depuis les grandes crises financières, c'est justement des stress tests plus poussés, plus performants. Et en plus, sur les nouveaux domaines, on vient de faire des premiers exercices de stress tests climatiques en Europe. Donc, on voit quand même que la supervision, la surveillance, tout ce qui est autour des banques, elle est beaucoup, beaucoup plus poussée aujourd'hui. Et quand on regarde le niveau des provisions des banques, moi, je suis plutôt rassurée de ce point de vue-là. Donc, encore une fois, je ne pense pas que ce sera une cause d'une crise systémique. Est-ce que les banques vont resserrer les conditions des crédits? On les voit déjà dans les enquêtes auprès des banques que c'est le cas. Est-ce qu'on va voir quelques points de pression liés à la situation économique? Sans doute oui. Mais encore, il y a une conjoncture avec un ralentissement économique, voire les risques d'une récession normale, et il y a une crise financière. Mais à mon sens, on est très loin aujourd'hui d'une crise financière et rien que de regarder la santé aussi des bilans des ménages et des entreprises, on n'est pas dans la même situation de ce qu'on a pu connaître en 2008. On parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle. Si on, à nouveau, s'interroge sur les évolutions technologiques, il y a une question qui nous est posée qui touche les crypto-monnaies, le Bitcoin ou autres crypto-monnaies. Et peut-être on peut parler aussi des réflexions sur des monnaies digitales banque centrale. Est-ce qu'il s'agit d'un effet de mode ou est-ce que c'est quelque chose qui peut avoir un effet systémique majeur dans le système monétaire ? Donc, je pense qu'il faut bien distinguer entre les différentes typologies des instruments auxquels on est face. Si on parle d'un instrument comme une Bitcoin, il n'y a pas d'actif derrière.
Ça, c'est très important à avoir en tête. Il n'y a aucun actif derrière. Si on parle de stablecoins, il y a typiquement un actif derrière parce qu'il y a des comptes en dollars, en euros, en yens, en yuan. Donc, il y a quand même des actifs derrière. Si on parle d'une monnaie de la Banque centrale digitale, là, on parle de quelque chose qui a exactement la même valeur que les billets dans nos sacs. On peut se dire, mais est-ce qu'il y a un actif derrière? Oui, il y a un actif derrière. Il y a la capacité du gouvernement à nous taxer derrière tout ça. Donc, il y a un véritable actif très fort. Quand le pays est très fort, bien sûr, il y a un actif très fort derrière tout ça. Donc, il faut vraiment bien distinguer ces différents types d'actifs. Et je souligne le mot actif parce que pour moi, le Bitcoin, ce n'est pas une monnaie. C'est un actif avec aucun actif derrière. Donc, c'est un instrument financier, je dirais plutôt, avec aucun actif réel derrière. Et c'est là où il faut vraiment distinguer. Donc, est-ce que c'est un phénomène de mode? Est-ce que c'est quelque chose qui peut avoir des impacts? C'est clair que si j'étais moi-même la régulateur, il faut s'inquiéter de tout nouveau instrument financier. Est-ce que c'est un instrument où le consommateur est bien protégé? Est-ce que c'est un instrument bien régulé? Il ne faut pas qu'il y ait des choses trompeurs. Il faut quand même assurer que les règles sont les mêmes que pour tout autre instrument. Ce n'est pas parce qu'un instrument arrive sur une nouvelle plateforme qu'il faut les traiter différemment. Il faut quand même toujours protéger les consommateurs. Ça, c'est un premier point qui, pour moi, est très important. Et à mon goût, ce n'est pas suffisamment fait aujourd'hui. Pour ce qui concerne une monnaie de la Banque centrale, elle peut être très disruptive et négativement. Parce qu'il ne faut pas oublier que si les ménages mettent tout leur épargne sur des comptes à la Banque centrale en forme de monnaie digitale, il n'y aura plus de crédit si on pousse à l'extrême. Et donc, c'est pour ça que la BCE, qui étudie de très près cette question, est très prudente sur quel est le volume des monnaies digitales qu'on peut avoir dans les systèmes. Il réfléchit beaucoup à cette question pour justement s'assurer qu'on a quand même toujours un système de crédit qui fonctionne bien, qui joue le rôle de relais, puisse financer l'économie. Parce que si on coupe l'économie d'une canal de financement, les impacts peuvent être extrêmement négatifs. Donc, c'est clair que tout nouvel instrument, et notamment une monnaie, un instrument aussi important qu'une monnaie digitale de la Banque centrale, mérite énormément de réflexion. Pardon, c'était une réponse un peu longue, mais c'est un sujet qui me passionne. C'est une question très intéressante, effectivement, et qui amène à des sujets, des réflexions de très long terme. Donc, on aura sans doute le plaisir d'en reparler. Ça aura été notre dernière question. Merci beaucoup, Michala, pour cet échange. Et à tous, je vous dis merci et à bientôt. Merci beaucoup.